Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux achats responsables ou comment concilier performance environnementale et maîtrise des coûts. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir et d'introduire ce webinaire. Vous êtes nombreux connectés aujourd'hui, clients de caisses régionales, mais aussi entités du groupe Crédit Agricole, des filiales qui, avec leurs services achats, sont aussi très intéressés par le thème d'aujourd'hui. Donc, à mes côtés, j'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Petitjean, qui est directeur du pôle RSE, ETI et Grande Entreprise. Bonjour Pascal, et enchanté d'être là. Et Amaury Letu, consultant senior au sein du pôle PME. Bonjour Pascal, merci, et bonjour à toutes et tous. Oui. Avant de démarrer le webinaire, je vous propose de regarder le déroulé de cet événement aujourd'hui. Donc, on va présenter respectivement Crédit Agricole Transition Énergie et R3 avec nos intervenants. Nous allons voir des éléments de contexte sur les achats responsables avant de voir comment développer une démarche sur ce sujet. Et ensuite, nos intervenants feront part des convictions et de l'approche sur ces fondamentaux autour des achats responsables. Et nous en viendrons à une session de questions-réponses. Quelques informations pratiques avant de démarrer. Nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations, suivies de 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, et vous en avez la possibilité, de formuler vos questions à travers l'outil, et nous y répondrons donc en fin de séance. L'ensemble des inscrits et des participants recevront le replay de cette intervention, et je reviendrai à la fin, juste avant la session de questions-réponses, en vous posant justement, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, deux questions, à la fois sur la satisfaction par rapport au thème évoqué aujourd'hui, aux interventions, et si vous êtes intéressé pour approfondir le sujet avec les équipes de R3, vous pourrez aussi solliciter un entretien. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors peut-être rapidement pour présenter Crédit Agricole Transition Énergie que je représente, tout simplement et pour aller rapidement, vous aurez la possibilité donc sur notre site internet de découvrir voilà, les actualités, les missions de Crédit Agricole Transition Énergie, d'une part. Donc Crédit Agricole Transition Énergie, ses activités principales sont celles du financement et de l'investissement sur les énergies renouvelables, la production et la commercialisation d'électricité décarbonée en circuit court, et également l'ensemble de démarches de sobriété sur lesquels sujets nous allons revenir aujourd'hui. Peut-être aussi, toujours sur notre site internet, la page de Crédit Agricole Transition Énergie, vous pourrez découvrir voilà, nos filiales et partenaires. Et je vais tout de suite laisser la parole à R3 pour poursuivre et se présenter. Merci Pascal pour cette introduction. Donc, à plat, qui sommes-nous, R3? On va se présenter un tout petit peu. C'est juste, on est une entreprise qui finalement est assez récente, puisqu'on a été créé en 21, avec une double conviction. La première, c'est que si on veut avancer en termes d'achat responsable et de manière générale sur la transition, il est vraiment important de réconcilier l'économie et l'écologie. D'ailleurs, plus que réconcilier, ce serait plutôt relier économie et écologie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est plutôt développer une approche globale auprès des entreprises, parce qu'on sait que tout est lié. Il faut travailler à la fois sur le carbone, à la fois sur les achats, à la fois sur l'embarquement des... Bref, beaucoup d'éléments sont liés. Donc ça, c'est vraiment le socle qui fait qu'on existe. Et ça nous amène à avoir une entreprise aujourd'hui à 140 personnes à peu près, 140 donc qui se partagent entre ingénieurs et d'autres typologies de consultants. Avec, comme je le disais tout à l'heure, on aborde aussi bien les problématiques de RSE, de carbone, d'énergie et de performance énergétique, mais également d'embarquement des équipes. Et on le fait toujours avec un levier qui sont des solutions de financement et des plateformes digitales, car comment peut-on reporter si on est toujours sous Excel?
ça pose d'autres questions. Voilà, donc passer de la stratégie à l'action et relier l'économie à l'écologie, bon, voilà, c'est un petit peu notre motto. Voilà. Alors les solutions, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais l'idée, c'est plutôt que vous voyez comment ça s'articule. La logique, c'est toujours de s'adapter aussi à la maturité et aux tailles des entreprises que nous accompagnons. Parce que vous l'avez bien compris, on propose des solutions, ce n'est pas dans le vide, c'est pour agir. Et donc, on a des solutions plutôt pour le démarrage d'une transition, plutôt pour l'accélération et le pilotage de sa transition, et plus fortement encore, s'engager durablement. Et là, si je prends le dernier étage, ça va vraiment être des contrats de performance sur lesquels on est attendu en termes de performance, nous aussi. Et si je vais au milieu, eh bien, on voit que les achats responsables ont une grande place, car évidemment, ils sont très, très, très importants aujourd'hui dans la transition écologique et sociale, dans l'occurrence. Alors, nous avons quelques entreprises qui nous font confiance. Alors, il y a des grosses entreprises, comme vous pouvez le voir, mais il y a aussi des plus petites entreprises. Et de la même manière, comme je le disais tout à l'heure, on est pragmatique et on pense qu'il faut savoir s'adapter à la taille des entreprises. On ne traite pas avec une PME de la même manière qu'une ETI, et encore moins qu'un grand compte. Mais on sait le faire pour de vrai. Et vous couvrez beaucoup de secteurs. Oui, voilà, je pense que les gens lisent plus vite que je ne parle. Donc, vous avez vu, on traite un peu tout. Alors, en chiffres, ça donne 1400 entreprises accompagnées. Il se trouve qu'on aime bien avoir des chiffres qui montrent qu'on sert à quelque chose. Et donc, on est à peu près à moins 23% de consommation d'énergie auprès de nos clients, moins 22% d'émissions de gaz à effet de serre. Et on finance, comme on disait tout à l'heure. C'est important pour nous, le levier du financement, parce que c'est un des vrais sujets. Plus de 400 millions d'euros, excusez-moi. Et bon, on a des fonds propres. Ah, nous avons un actionnaire de référence, donc le Crédit Agricole. Notre volume d'affaires, vous l'avez sous les yeux, 140, on en a parlé. Proximité, c'est pas que par rapport à la taille, mais c'est aussi localement. Nous avons 7 filiales qui sont implantées, comme vous le voyez, sur les petits colibris qui nous représentent, à la fois à Strasbourg, à la fois à Lille, à la fois à Marseille, à la fois à Nantes. Et je vous laisse découvrir les autres endroits où nous sommes implantés. Peut-être, Stéphane, venir aux éléments de contexte, rentrer dans ce sujet des achats responsables. Oui. Et je pense que c'est important. On va commencer par le premier point. Alors, on ne va pas commencer par ce qui est écrit en petit, on va commencer par ce qui est plus gros. On estime, et c'est selon une étude à la fois de McKinsey et d'EY, que 70% de l'impact environnemental des entreprises se trouve dans la chaîne de valeur. Nous parlons des achats, chaîne de valeur, donc ça veut dire que beaucoup des enjeux se concentrent dans cette fonction. Et ce qu'on sait, c'est quand la fonction travaille sur le sujet, on sait qu'une feuille de route achat permet de limiter les risques et de générer de la rentabilité. Donc c'est plusieurs chiffres qu'on a mis. Alors on a mis les sources en dessous, je ne vais peut-être pas toutes les énumérer, vous les trouverez lorsque vous regarderez, mais ça limite les risques à 77%, donc ça veut dire que c'est vraiment important et que ça peut permettre de réduire les coûts également. Il y a quand même un sujet, c'est que le haut d'investissement est souvent un frein à la stratégie durable de l'entreprise dans laquelle les achats s'inscrivent. Donc on sait que c'est une des premières barrières au passage à l'action pour 65%. Alors selon un premier baromètre, et il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui parle de 61%, comme le premier frein, c'est l'investissement. Donc on reviendra dessus beaucoup avec Amaury. Donc voilà, ça ce sont les premiers chiffres. Et d'ailleurs c'est intéressant quand on disait 70%, beaucoup de choses se concentrent dans la fonction achat. Eh bien oui, on se rend compte que c'est quoi le moteur et le résultat escompté d'un programme d'approvisionnement durable? Le premier point, et c'est une étude d'Ecovadis, le baromètre 2025, où en fait on dit c'est, excusez-moi parce que je ne lis pas trop, sur ma petite tablette c'est tout petit, c'est atteindre les objectifs et les engagements durables de l'entreprise. On voit bien que, d'une certaine manière, les achats sont passés, d'une certaine manière, oui, de l'ombre à une forme de lumière, où en fait c'est le bras armé, si vous me passez l'expression, de la RSE. Sans achat responsable, comment réussir à faire sa transition écologique? Voilà. Donc ça, je commence juste par ce point-là. Vous pouvez lire également les autres éléments. Mais en tout cas, les achats ont vraiment un rôle aujourd'hui fondamental au sens de l'entreprise. Évidemment, ils l'ont toujours été, indispensables. Mais en tout cas, aujourd'hui, comment on intègre
la RSE de manière générale au sein de la fonction. En tout cas, vu le graphique, on voit que les entreprises leaders qui se sont emparées du sujet, quelque part, sont en avance en matière de... Oui, on le voit sur beaucoup de sujets, à la fois sur remplir les objectifs de la feuille RSE, mais on le voit également sur la réduction et sur le renforcement de la résilience de la chaîne de valeur. Nous en reparlerons juste après. Alors, les achats au cœur de la transition, donc on va dire que c'est super. Et ce qu'on voit, c'est que les acheteurs, et en tout cas les entreprises, considèrent que la transition climatique, si je fais un petit focus sur la transition juste climatique, est vraiment importante. Et je veux bien que... Attendez, je vais le faire. Et que 85% de ces mêmes personnes, donc ça c'est un autre baromètre dont vous verrez la source, qui est à 85% estiment que c'est une véritable opportunité, la transition écologique et notamment climatique. Donc en fait, tout ça converge vers on a envie d'y aller. C'est pas si simple que ça avec les investissements, mais on a envie d'y aller. Parce que c'est peut-être pas si simple que ça. Quand on regarde les chiffres, on se dit 93%, ça commence comme cela. Des organisations ont engagé une démarche d'achat responsable, tout va bien. Mais il y en a près d'un tiers depuis moins de 2 ans. Donc ça, c'est le baromètre Upstar de 2024. Il y a 53% des entreprises qui considèrent leur système de gestion des risques de la supply chain insuffisant. Donc ça pose quand même des vraies questions d'implémentation justement d'une stratégie de limitation des risques, et un tiers des organisations de plus de 1000 salariés qui n'ont pas de cartographie des risques. Donc on voit que derrière cette envie, derrière cet élan qui existe réellement, il y a aussi des sujets, à la fois structurels et à la fois organisationnels. Là, je reprends également le dernier baromètre d'Ecovadis, donc on est vraiment sur les achats, qui dit que les achats responsables sont encore à la traîne, malgré un certain nombre de progrès, et que 60% de l'ensemble des entreprises évaluées, ou 75% des entreprises évaluées pour la première fois, se trouvent toujours dans la zone de risque élevé. Ça veut dire moins de 45, quand on parle écovadisien. Donc ça pose la question des faiblesses dans la gestion des risques opérationnels au sein des achats et de la chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est vrai que c'est facile de prendre des chiffres, mais dans la réalité, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, parce qu'on sait que le contexte est flou et complexe, on parlera évidemment de toutes les problématiques, on va dire, politico-existantes, mais il y a des pressions sociétales de plus en plus fortes sur les entreprises et sur les achats. Et le Rana Plaza, l'effondrement du Rana Plaza en 2013 a été vraiment un précédent à partir duquel beaucoup de choses ont changé, et notamment dans la chaîne de valeur. Les réglementations qui vont de plus en plus à imposer d'intégrer une forte transparence et des actions fortes sur le développement durable au sens environnemental, social et sociétal. Il suffit de voir la CSRD. Les salariés qui ont des attentes aussi au sein de l'entreprise, et évidemment les ressources qui se limitent petit à petit. Pas si simple non plus, et là je me réfère à un livre blanc du CNA, parce que il y a des risques de défaillance chez les fournisseurs, des ententes illicites parfois sur les gros fournisseurs, qui s'arrangent sur un certain nombre de prix, ce qui pose des questions sur la négociation, des risques de cyberattaque, des tensions géopolitiques et des risques sur les droits humains. Bref, c'est pas simple. C'est pas simple, et c'est pas simple non plus de connaître vraiment ses fournisseurs. Alors évidemment, ça s'adresse peut-être un peu plus aux entreprises qui sont un peu plus grandes. Quand on a 300 000 fournisseurs, c'est pas la même chose que quand on en a 15. Néanmoins, on sait qu'il y a seulement la moitié des entreprises qui ont une vision de la moitié de leurs fournisseurs de rang 1. Ils ne sont plus que 20% à avoir la moitié de rang 2. C'est vous dire à quel point c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a les fournisseurs, il y a les sous-traitants. Bref, la chaîne de valeur est complexe et difficile à appréhender. Pas simple non plus, parce que comme la chaîne de valeur maintenant est sous la lumière et sous les spotlights, comme on dit aujourd'hui, on se rend compte que c'est un endroit où pas mal de critiques se font. On le voit à travers du backlash, comme on dit en anglais, à travers des scandales. Le Parisien, donc là je ne vais pas citer l'entreprise qui a été incriminée, mais dans tous les secteurs c'est pareil. Là on est dans le BTP et on parle de gens qui n'ont pas de papier en banlieue parisienne. On peut regarder également ce qui se passe sur le parfum, où là c'est les enfants qui travaillent dans les champs. Et évidemment tout ça c'est des choses importantes. On le voit également au sein des vignobles. Bref, vous avez compris que personne n'est à l'abri
d'un petit papier dans un journal ou à la télé, si on est un peu plus important. Alors après cette présentation du contexte, Stéphane, comment finalement engager une démarche d'achat responsable? Comment? Eh bien, comment déjà en faire une démarche achat transformative et pas simplement écrire quelque chose. L'enjeu, c'est que ça transforme l'entreprise. Alors, avant de répondre complètement à votre question, alors on a, comme vous le voyez, des entreprises qui sont plutôt des grosses entreprises telles qu'on vient de marquer ici. Donc, il ne s'agit pas de montrer qu'on a un palmarès, mais on travaille avec elles sous plein de formats différents qu'on va détailler plus tard. Mais on travaille également pour des entreprises de taille plus réduite. Et d'ailleurs, nous aimons ça aussi. Parce que c'est pas pareil. Et souvent, les uns sont aussi les fournisseurs des autres. Donc, ce que l'on observe, en fait, vu d'où on parle, c'est-à-dire des accompagnements que l'on fait depuis pas mal de temps, c'est que ce qu'on revoit en retour d'expérience, c'est le retour aux bases. Limiter le risque, ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que le CO2 est vraiment, en tout cas la décarbonation, pour le dire autrement, le point d'entrée de la transition. Parce que ça permet de structurer beaucoup de choses sur lesquelles ensuite on peut accrocher du recyclage, d'autres éléments. Mais il y a également l'embarquement de l'écosystème des achats. Ça veut dire à la fois en interne et à la fois avec les fournisseurs. Mais c'est également la question de repenser les achats. Parce qu'on passe vraiment d'une logique un peu classique à une logique, mais comment on va faire pour intégrer le CO2 dans les appels d'offres, dans la renégociation? Tout ça n'est pas si simple que ça. Et on l'a écrit comme ça, résoudre l'équation performance et écologie, qui n'est pas forcément simple à résoudre. Donc on a un certain nombre de convictions, bien entendu, là-dessus. La première, c'est, vu que le risque est un sujet qui est demandé par beaucoup de nos clients, on pense qu'il faut mieux appréhender les risques extra-financiers. Alors, l'enjeu, c'est vraiment, dans ce contexte chahuté que je viens de décrire, c'est intégrer une approche vraiment plurielle et RSE tout au long du cycle d'achat, que l'on définisse au moment où on définit sa stratégie, ce qui n'est pas souvent le cas, la sélection des partenaires, la négociation et la contractualisation, bien sûr, avec les clauses, les chartes, et suivi de performance des fournisseurs, avec les évaluations EcoVadis, entre autres, mais il n'y a pas qu'EcoVadis sur Terre. Mais évidemment, il faut des outils pour ça. Donc les outils, on vous en cite quelques-uns, parce que ça ne se fait pas comme ça hors sol. C'est comment on cartographie les risques fournisseurs et les risques par catégorie de métier. Donc on a évidemment, nous, outillés là-dessus, mais c'est fondamental d'avoir des outils qui permettent d'y arriver. Faire des audits qui soient à la fois en interne, mais ce qui nécessite une certaine maturité, et également en externe, on a mis quelques éléments. L'évaluation de la performance RSE, évidemment, des fournisseurs. Je ne veux pas reciter toujours les mêmes marques, donc je préfère montrer celles qui sont ici en me taisant. Et ensuite, développer des dispositifs contractuels et des engagements qu'il faut suivre. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit oui, on va le suivre, que l'on le suit vraiment. Donc c'est aussi tout ce qui est business review avec les fournisseurs derrière. Donc ça, c'est un peu basique, mais c'est vraiment l'essentiel. Comment peut-on ne pas être assis sur quelque chose d'un peu robuste? Alors évidemment, c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est important. Il faut se doter d'une vision également. Alors dit comme ça peut paraître assez facile et assez évident, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'à l'origine, c'est vrai que les achats sont dans une logique de dépenses adressables, et ce qui est tout à fait logique, mais pas forcément à intégrer depuis très 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 longtemps les éléments de RSE. Donc ça change, ça chamboule les choses, et donc il est important que les achats, eux aussi, développent une véritable vision qui soit en cohérence évidemment avec la vision de l'entreprise et avec la vision de la RSE au niveau corporate. Ça veut dire quoi concrètement? C'est positionner clairement les achats responsables en lien avec les enjeux matériels. Évidemment, la double matérialité de la CSRD permet d'aider. Connecter la performance durable et financière, parce que si on ne connecte pas les deux, on va se retrouver dans une posture souvent dogmatique et qui va avoir du mal à se développer. Connecter et ensuite définir une ambition, une posture. Mieux collaborer, à la fois en interne avec ses clients internes et à la fois avec les fournisseurs, et proposer une approche alignée vis-à-vis de vos parties prenantes. Et globalement, tout ça, ça fait une sorte de triangle de cohérence qu'on appelle entre la RSE, la stratégie achat et la stratégie corporate. Sinon, il peut y avoir des zones de flou dans lesquelles vont s'engouffrer tout ce qu'on a dit auparavant, à la fois la société et à la fois la réglementation. Alors comment on fait? Je ne vais pas trop... on a des méthodes pour le faire. On va définir une vision
ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vous montre ici, c'est que la vision, elle doit s'appuyer sur des piliers qui justifient qui montrent la différence que vous avez dans votre vision par rapport à d'autres. Ça, c'est important. Et ces piliers que l'on voit, alors je ne sais pas si je peux montrer quelque chose avec le doigt, mais vous avez un temple, des gens, un petit ordinateur et ensuite 3 petits carrés. Voilà. Ces piliers, vous voyez, qui sont encadrés ici, vont donner lieu derrière à la feuille de route. Et c'est cette feuille de route qu'ensuite qu'on va envoyer à tout l'écosystème achat pour justement que ça se déploie. Et c'est ce qui va permettre de créer un véritable alignement avec la strate RSE. Évidemment, ensuite, on le traduit dans la charte et dans les clauses et les présentations internes et externes. Mais on ne peut pas ne pas intégrer la décarbonation dans tout ça. Donc, comment faire? On va identifier les catégories d'achat les plus carbonées. Comme vous avez pu le voir, on a beaucoup d'ingénieurs, donc on sait très bien faire ça. Donc, c'est vraiment identifier les critères d'analyse, objectifs prioritaires pour y arriver, identifier les améliorants, et donc être capable de prévoir, si on fait cela, comment ça va réduire les gaz à effet de serre sur vos familles principales ou sur les achats de manière générale. Et évidemment, intégrer tout cela dans les processus achats et dans les SOP pour parler bien français. L'autre point qui nous paraît important, c'est pas se précipiter. Alors je vous ai mis un schéma qui, vous voyez, il y a le sourcing, les appel d'offres, sélection, suivi des fournisseurs et en haut, la maturité, la durabilité. On ne peut pas passer de la charte achat responsable qu'on a travaillé dans un atelier fort intéressant à la co-innovation avec les fournisseurs. Ça ne va pas le faire tout de suite. Donc il y a plein d'autres étapes que l'on pourra détailler ensemble si vous voulez, mais il faut passer évidemment par des guides de bonnes pratiques pour aider les acheteurs, à la fois avoir des clauses RSE dans les contrats, des critères de bonus, qui soit aussi indexé à ce que l'on fait en termes d'achat responsable, ce qui n'est pas souvent le cas dans la profession des achats, etc., etc. C'est pas si simple. Mais le chemin vaut la peine d'être vécu, car il donne du sens. Et donner du sens... Un projet d'entreprise, quelque part. C'est un vrai projet d'entreprise, c'est un vrai projet de mise en mouvement, de quelque chose qu'on ne voyait pas trop, mais qui est un engrenage monumental pour l'alignement de l'entreprise. Donc, embarquer l'écosystème des achats. En fait... Je vais juste faire un tout petit aparté. Je sais que le temps est compté. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une personne du COMEX qui gère les achats d'une grosse boîte et qui me disait, mais c'est marrant parce qu'on fait quand même des choses très très bien et vraiment ils font des choses très très bien d'un point de vue achat responsable. Et dit, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était difficile que entre ce que j'envoie à tout mon écosystème à moi achat et à comment il est reçu et comment il est vraiment approprié, ce décalage. Et je ne pensais pas qu'il fallait à ce point-là embarquer les équipes, c'est-à-dire prévoir un dispositif vraiment important, un véritable investissement sur l'embarquement. Et donc c'est ce qu'on essaye de dire. Aujourd'hui, c'est pas simplement j'envoie quelque chose, ma nouvelle feuille de route à tous les acheteurs, c'est pas ça qui fait que ça va fonctionner. Pour fonctionner, il faut développer autre chose, il faut développer une véritable aventure. Donc ça peut se faire avec des journées séminaires, par des formations, des e-learning. Mais bon, l'e-learning, c'est important, mais c'est pas ça qui va changer toute une profession non plus. Comme vous le voyez, il faut adjoindre autre chose. Il y a des méthodes, former des formateurs en interne pour aussi générer de la légitimité. Et évidemment, comment on rend ça simple? On arrête de le rendre complexe. Donc là, la communication a un rôle à jouer. Et d'avoir l'assentiment de la direction générale qui, parfois, n'est pas aussi impliquée que cela dans les achats. Bon, là, je vous montre un petit exemple de chemin. Parce que quand on veut embarquer les personnes, il faut développer plein de choses. Il faut développer des annonces d'un dispositif qu'on va mettre en œuvre, développer un roadshow en local, peut-être dans les régions, etc., ou à l'international, si vous êtes à l'international, développer des formations, un programme ambassadeur, parce que souvent, il y a des ambassadeurs en région également. Mais ça ne suffit pas, il faut montrer les succès. Si on ne montre pas les succès et qu'on est toujours en train de dire « regarde la feuille de route », peut-être des petites capsules qui passent. Vous voyez, on a tous nos petits exemples. On peut faire ça avec un petit téléphone. Montrer qu'on a réussi à faire un super truc entre un acheteur et un fournisseur et célébrer les succès. Et également, une fois qu'on a fait ça, de regarder ce que ça donne tout ça et pour pouvoir améliorer cela, l'enjeu étant vraiment de créer un vrai momentum au sein de l'écosystème achat. Dernier point, l'embarquement ne passe pas que par des choses soft. Je ne vais pas aller trop m'apesantir sur le sujet, car parfois,
On peut aussi aller voir le Crédit Agricole pour cela, et je pense que c'est important. Néanmoins, il existe aussi des éléments d'embarquement subventionnés, et je pense qu'il serait dommage de ne pas en bénéficier. Donc BPI le fait, l'ADEME également. Il y a plusieurs choses, c'est à moindre coût, permettre à des entreprises plus ou moins grosses ou à des donneurs d'ordre vis-à-vis de ses fournisseurs d'avoir un véritable accompagnement à des coûts vraiment, vraiment subventionnés. On peut aller jusqu'à 60% de subvention pour décarboner, pour améliorer sa stratégie RSE en tant que fournisseur et pour aider à la décarbonation de son scope 3. Bref, vous l'aurez compris, tout ça c'est de l'appropriation et sans appropriation, c'est difficile de faire boucher les achats, mais pas que les achats, y compris la RSE, y compris l'entreprise. Je vais donner maintenant la parole à Amaury, mais peut-être une réaction par rapport à ce propos de l'embarquement finalement des équipes. Il est d'autant plus important qu'il s'agira d'un groupe avec plusieurs filiales, sans doute. Oui. Où on a des équipes achats qui peuvent être implantées dans chacune des entités. C'est un point très, 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 très juste. Néanmoins, c'est sûr que quand on est une très grosse société, je ne sais pas, de BTP qui travaille dans le monde entier, il y a besoin de développer un peu cet embarquement, on va dire, rationnello-émotionnel. Néanmoins, même dans les petites structures, c'est important de créer ce sens. En fait, on n'est plus la même personne lorsqu'on est vraiment embarqué, lorsqu'on a l'impression qu'on sert à quelque chose, et lorsque c'est aligné aussi dans son incentive à la fin de l'année. On a toujours besoin des deux. L'économie n'est jamais bien loin de l'écologie, mais les deux doivent être reliés. Donc que l'on soit petit ou que l'on soit grand, que l'on soit peut-être moins mature ou plus mature, je pense vraiment que c'est un des facteurs de réussite fondamentaux pour développer une stratégie achat responsable qui permette de grossir et d'avancer au fur et à mesure du temps sur des bases sereines. Merci pour ces convictions, Stéphane. Et du coup, merci Pascal. Amaury, peut-être nous préciser comment vous souhaitez comment outiller les clients. Oui, avec plaisir Pascal. Là, Stéphane a beaucoup parlé de l'embarquement de toute la chaîne de valeur sur vos achats, et je vais me concentrer ici sur une typologie d'achat qui consiste à les équipements et donc les actifs que vous allez posséder sur du long terme et donc qui vont impacter durablement votre bilan carbone. Et donc savoir comment faire pour minimiser cet impact sur le long terme, pour éviter de se retrouver avec des actifs qui sont potentiellement échoués, donc quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète, mais d'avoir des actifs qui permettent de combiner la performance et la réduction d'impact. Ce ne serait pas une logique relier économie et écologie? Eh ben, exactement. Voilà, je suis dans l'ADN R3 et donc c'est notre motto d'avoir vraiment cette approche assez pragmatique, de vous proposer des solutions qui vous permettent des gains à la fois économiques, écologiques et environnementaux. Voilà. Alors du coup, on se retrouve, comme le disait Stéphane, dans un contexte avec de plus en plus de risques. Les risques sur lesquels on va s'attarder ici, c'est une augmentation des coûts liés notamment aux énergies fossiles qui vont prendre plus ou moins 20% à horizon 2050. Mais voilà, on n'a jamais réussi à bien prédire les prix des énergies fossiles. Donc on ne sait pas vraiment combien ça va arriver. On a toujours une guerre en Ukraine qui peut sortir et qui peut impacter malheureusement le coût des matières premières. Au-delà de ça, on a un focus chez R3 qui est orienté décarbonation et donc le coût de la tonne de CO2 qui est mise sur le marché est voué à augmenter pour inciter finalement à l'émergence de solutions plus bas carbone. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que dans les appels d'offres auprès de vos fournisseurs, si vous avez un bilan carbone important, vous allez être pénalisé vis-à-vis du coût de la tonne de carbone. Et puis voilà, on a une augmentation des taxes avec la réglementation, il peut y avoir des pénalités pour non-respect de ces réglementations. Et donc, c'est important de repenser l'acquisition de ces équipements à l'aune de ces risques qu'on observe. Pourquoi? Donc là, je vais faire un petit peu une redite de ce qu'a dit Stéphane, mais on va avoir des tensions géopolitiques qui sont persistantes, des évolutions technologiques qui sont rapides. Et donc là, notamment sur les équipements, on voit qu'avec la décarbonation, avec la volonté de faire des économies d'énergie, de réduire notre impact sur la pollution de l'air, par exemple,
on a des évolutions qui sont assez rapides. Et donc, sur la durée de vie d'un équipement qui va être, on va dire, de 10 ans pour une machine, on a sur cette durée de vie, beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Et donc, il faut être vigilant en permanence à ce qui sort sur le marché, savoir si ça peut pas être pertinent pour nous. Et puis, on a aussi des risques climatiques plus fréquents. Et donc, pour à la fois s'adapter, mais aussi surtout atténuer l'occurrence de ces risques, il faut se décarboner et réduire notre impact. Voilà. Donc, pour résumer ce que disait Stéphane tout à l'heure, le nouveau normal et le cadre dans lequel on développe l'approche des achats responsables, c'est vraiment un avenir qui ne se prédit pas, mais qui se prépare. Donc, l'avenir est incertain, mais on a pas mal de moyens qui permettent de limiter les risques et de se préparer au mieux, de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc notre enjeu, c'est vraiment l'anticipation, avec à la fois une mise en conformité réglementaire vis-à-vis de la CSRD, nourrir la stratégie RSE en embarquant les fournisseurs, en embarquant nos parties prenantes internes, et puis en travaillant à la fois sur les sujets environnementaux, mais aussi les sujets sociaux, de gouvernance. Voilà, ce que je disais, saisir les opportunités technologiques qui peuvent émerger et qui sont de plus en plus existantes, avec notamment l'électrification des processus, et surtout financer la transition. Et c'est là où, encore une fois, la vision de R3 et le partenariat avec le Crédit Agricole vient nourrir cette vision de vous aider, vous accompagner à lever les contraintes que vous pouvez rencontrer qui sont liées au financement de votre transition. Et quelque part, peut-être, je rajouterais de trouver les solutions ensemble, hein, pour permettre aux dirigeants d'entreprise, aux équipes, de consacrer le financement à des activités cœur business de l'entreprise, et de trouver des solutions pour financer des actifs qui seraient moins dans le cœur d'activité des entreprises, justement. Oui, complètement. Et je vais y revenir. Le but, ça va être de libérer la trésorerie pour vraiment là où vous avez de la valeur à proposer à vos clients. Donc le but, c'est de sécuriser ces investissements, de contribuer au PNL et donc garantir votre rentabilité. Toutefois, ce qu'on voit, c'est comme dans les achats, au moment où on achète un équipement, où on achète un bâtiment par exemple, ce qui est le plus souvent pris en compte dans les critères de sélection, ça va être, dans la grande majorité des cas, les coûts d'acquisition. Forcément, on va regarder combien ça nous coûte à un instant T et combien on va pouvoir l'amortir sur le temps long. Mais ce qu'on voit, c'est que les autres coûts qui sont inhérents à notre actif, donc les coûts qui ont lieu sur toute la durée de vie de l'actif, ils ne vont pas forcément être pris en compte au moment de l'appel d'offres. Donc ça veut dire les coûts de l'énergie, les coûts de la maintenance, les coûts liés à la fin de vie, les coûts liés à la non-disponibilité d'un équipement. Et ça, c'est essentiel de le prendre en compte parce que ça peut vraiment faire la différence entre deux équipements, dont un qui pourrait être plus cher à l'achat, mais moins cher sur sa durée de vie. Et au-delà de ça, nous, vu qu'on a cette vision économique mais aussi écologique, on a le prix interne du carbone qui est essentiel de regarder, et je vous en parlais tout à l'heure, et puis aussi le prix de toutes les autres composantes environnementales, donc liées à l'eau, aux pollutions qu'on peut générer, à la biodiversité qui va être impactée, et au recyclage qu'on va vouloir réaliser en fin de vie. Donc nous, notre approche vis-à-vis de ça, ça va être de calculer ce qu'on appelle un TCO2. Donc TCO2, c'est une combinaison de deux termes que vous connaissez sûrement. TCO, qui veut dire Total Cost of Ownership, donc c'est le coût complet d'un équipement sur sa durée de vie. Et CO2, donc le dioxyde de carbone, qui va ici intégrer les impacts environnementaux. Ça fait une petite fusion qui est assez simple à retenir. Et donc, comment on fait pour calculer ce TCO2 ? On va sortir de la vision uniquement comptable, où on regarde les coûts d'acquisition qui sont finalement la partie émergée, lapsus, pardon, la partie émergée de l'iceberg, qui vont représenter généralement autour de 25% des coûts d'un équipement. Et puis, on va y ajouter la vision économique et environnementale pour regarder dès le moment où on va acheter notre équipement, quels vont être les coûts de l'énergie, les coûts de maintenance, les coûts liés aux émissions, les coûts liés à la fin de vie et pas mal d'autres composantes qu'on peut rajouter en fonction de votre niveau de maturité. De l'eau.
Oui, on pourrait mettre de l'eau. C'est ce que l'on fait en règle générale. Oui. On pourrait mettre la biodiversité, on peut mettre les coûts liés au transport des équipements, à la non-disponibilité, parce que ça impacte forcément votre chaîne de valeur, et s'il y a un manque à gagner sur vos ventes. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que cette partie-là, c'est 75% des coûts. Et donc, ne pas le prendre en compte au moment de l'achat des équipements, c'est une erreur un petit peu stratégique, surtout dans un contexte incertain. Donc ce qu'on fait nous dans le cadre de cet accompagnement, c'est qu'on va regarder un périmètre sur lequel c'est pertinent pour vous d'agir, donc généralement vos actifs les plus conséquents, pour aller venir calculer le TCO2 sur ces équipements qui sont dans le périmètre. Et à partir de ça, à partir des données, on va aussi faire des audits de terrain pour comprendre comment chacun des équipements est utilisé, pour voir comment au niveau des achats, la démarche se réalise au niveau des appels d'offres avec les fournisseurs. Et puis essayer de collecter des données qui sont souvent éparpillées à droite à gauche, qu'on n'a pas forcément, trouver des moyens d'extrapoler cette donnée parce qu'elle n'est pas forcément disponible, pour consolider cette vision TCO2. Et qu'est-ce que ça donne voilà, un exemple. J'anticipe un peu trop. Qu'est-ce que ça donne? Donc nous, on travaille avec un client qui est dans le BTP que je vais pas citer aujourd'hui, mais où on travaille sur des pelles qui servent à faire des chantiers, donc des pelles mécaniques plutôt thermiques. Ce qu'on voit, c'est que pour corroborer un peu les chiffres que je disais tout à l'heure, on avait autour de 23% du TCO2 qui était sur l'acquisition, donc autour de 320 000 € pour l'achat de la pelle. Et puis après, on avait beaucoup des coûts d'exploitation, donc 80% des coûts d'exploitation qui étaient liés à l'énergie. Et donc là, ici, on parle de gasoil. Et puis un petit peu de maintenance et de CO2, forcément, avec un coût de la tonne de carbone qui est celui actuel, mais qui va être amené à grimper. Donc c'est non négligeable, ce coût de l'énergie, et il est essentiel de le regarder. Donc comment on fait concrètement dans l'approche? Nous, on va essayer de regarder à la fois vos équipements existants, donc pour faire en sorte de mieux piloter l'exploitation, l'usage des équipements, voir s'il n'y a pas des gains à aller chercher sur la manière d'utiliser chacun des équipements. Et pour ça, on va se fixer, grâce à nos différents calculs, grâce à des bases de données qu'on va aller exploiter, fixer des seuils d'alerte pour une typologie d'équipement. Par exemple, si on voit que le coût de maintenance dépasse de 20% la moyenne sur cette même typologie, catégorie d'équipement sur les 5 dernières années, on va se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe sur celui-là? Pourquoi est-ce que je vais aller autant faire appel à de la maintenance? Est-ce que c'est un problème de modèle? Est-ce que je ne dois pas aller changer de modèle dans le futur parce que je me rends compte qu'il n'est pas fiable? Donc voilà, le but, c'est de créer ces seuils d'alerte pour avoir un pilotage qui est fin et d'aller sur le terrain mener des chantiers qui sont concrets sur comment est-ce qu'on prend mieux soin de la machine. Peut-être que c'est un problème d'entretien, peut-être que c'est un problème au niveau des achats, notre fournisseur qui est pas fiable, ou peut-être que c'est aussi la maintenance qui a un contrat bien trop élevé et on se fait avoir sur le contrat de maintenance. Donc voilà, le but c'est de faire l'investigation et d'aller voir qu'est-ce qui cloche. Ça, c'est vraiment sur l'existant, sur une optimisation de ce que vous possédez déjà. Mais après, c'est essentiel aussi, comme le disait Stéphane, de revoir les processus d'achat et comment on achète des nouveaux équipements. La stratégie qui est assez classique dans les entreprises, c'est la stratégie en cost killing. Donc, on va comparer le coût d'acquisition, comme je vous disais tout à l'heure, sur un équipement 1, un équipement 2, et on va prendre le moins cher. Donc là, ça avantage pas forcément le moins cher. Sauf que nous, l'approche qu'on veut avoir, c'est une stratégie TCO2, optimisée avec un coût complet. Et lorsqu'on compare les coûts complets de ces deux équipements, il s'avère que c'est l'équipement 1 qui gagne cette fois-ci. Donc ça montre une vraie différence et des impacts qui sont durables sur votre PNL, sur vos OPEX. Donc le but, c'est d'intégrer dès le processus d'achat, au niveau des équipes des acheteurs, une logique
des outils qui permettent de sélectionner bien les fournisseurs, de s'appuyer sur des données réelles, de s'appuyer sur de l'historique, et puis surtout de revoir un petit peu le processus d'achat avec les fournisseurs pour que on soit capable d'acheter mieux et de bien dimensionner nos équipements pour les optimiser sur le long terme. Donc, si on représente ça avec un graphique, globalement, lorsqu'on regarde le TCO2 annuel, donc combien ça nous coûte chaque année par équipement, sans rien faire, on va avoir globalement une augmentation de ce TCO2 parce qu'il y a le coût de l'énergie qui augmente, parce qu'il y a le coût du CO2, parce qu'il y a la dégradation de la performance. La première approche dont je vous parlais, c'est vraiment la partie optimisation. Celle-ci, elle permet, grâce à la fois au chantier opérationnel, mais aussi grâce à une approche financière qui va être de vous racheter vos équipements, votre parc d'équipements, et de vous le louer. Mais plutôt que votre machine, vous allez l'acheter, l'amortir sur 10 ans parce que c'est les normes qui vous demandent de l'amortir sur 10 ans. Nous, on va vous le louer sur 12 ans parce qu'on sait que votre machine, elle peut vraiment durer 12 ans en durée de vie réelle. Donc, ça permet déjà de limiter les impacts sur la durée de vie du produit, donc de diviser le CO2 par plus longtemps et donc le faire durer plus longtemps, et surtout de vous faire des annuités qui sont plus légères en termes de PNL, d'OPEX, et surtout de vous libérer de la trésor parce qu'on vous rachète à ce moment-là, au moment de l'achat, on vous rachète votre parc et donc ça vous libère du cash, comme on disait tout à l'heure Pascal, pour les activités un peu plus stratégiques de l'entreprise. Garder les CAPEX pour le strat. Voilà. Est-ce que cette vision, donc du coup, finalement de payer un loyer et plutôt de faire refinancer finalement par du leaseback sur des durées éventuellement plus longues qui correspondent finalement à l'amortissement du bien, est-ce que comptablement, puisqu'on a des équipes en face aujourd'hui, dirigeants d'entreprise, est-ce que comptablement tout ce dispositif est quelque part admis ? Oui, complètement, c'est admis. Nous, on va fonctionner avec... je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques parce que voilà, on va parler de normes IFRS 16, ça risque de perdre certains, mais on crée un véhicule financier qui est une SPV qui va détenir les actifs, qui va vous payer les loyers et qui va gérer la relation avec le bailleur. Donc dans notre cas, ça peut être le Crédit Agricole, et la relation avec R3 aussi, qui seront les ingénieurs capables de venir piloter, de vous aider à la mise en œuvre de ces politiques d'achat. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est la partie amélioration. Donc rien qu'avec le fait de racheter, ça diminue votre TCO2 parce qu'on amortit sur plus longtemps. Et en plus de ça, on a des leviers d'amélioration qui sont identifiables. Et en plus de ça, la deuxième étape, c'est de venir remplacer des équipements. Donc, par exemple, on a une pelle thermique. On se rend compte que dans 3 ans, on va avoir des innovations technologiques qui nous permettent de remplacer par des pelles électriques, par exemple avec des batteries sur les chantiers, qui sont plus avantageuses en termes de CO2 et aussi en termes de coût. Et donc là, nous, notre but en tant que gestionnaire de la performance de votre parc, ça va être de vous proposer les solutions qui sont les plus adéquates pour votre business, pour vos émissions. Et donc de trouver les meilleurs équipements. Ça veut donc dire qu'on fait des veilles en parallèle de tout ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier les nouveautés, les innovations à venir. Ouais. Donc c'est vraiment une vision globale. Oui. Et pour petit élément de contexte, il y a déjà aujourd'hui des solutions qui sont proposées pour passer à l'électrique sur les chantiers. Et ça peut être bénéfique pour vous dès maintenant. Donc les gains dont on parle, et je vais m'arrêter parce qu'il va falloir laisser de la place aux questions. Le but, c'est à la fois de générer des gains comptables et de trésorerie. Donc on vous libère du cash, on vous amortit sur plus longtemps, donc ça fait des loyers moins importants. Des gains environnementaux et économiques, donc on gagne des sous parce qu'on va mieux gérer nos contrats, on va moins consommer d'énergie, et tout ça, c'est des gains environnementaux aussi. Et puis, on a des gains opérationnels avec des équipements qui sont plus adaptés, plus efficaces à vos pratiques, des accès simplifiés à la ressource, par exemple, si on parle d'électricité au lieu de gasoil.
Voilà, et ce à quoi on veut s'engager avec vous, parce que notre but, c'est pas des paroles en l'air avec chez R3, on veut, dès le début de l'accompagnement, s'engager sur des gains pour que vous voyez vraiment quel va être l'impact de nos projets. C'est avec juste l'amélioration de l'existant de faire des gains de 5 à 15% sur le TCO2. Et dans le cas où on est avec vous sur le long terme pour vous aider à faire évoluer les équipements, on parle plutôt de gains de 15 à 30% sur le TCO2. Donc c'est gagnant sur tous les plans économiques et écologiques. Et voilà. Et le but, c'est vraiment qu'on s'engage, nous, à des réductions de consommation d'énergie et de coûts à partir de 5%. Est-ce que peut-être on le fait que sur les pelles de chantier ou bien? Non. Alors, du coup, sur les pelles de chantier, rapidement, et vous aurez les slides à la fin du webinaire, on a des économies qui sont de 900 000 euros par an sur 180 millions d'euros qui ont été refinancés. Donc, c'est non négligeable et ça a permis aussi des réductions de gaz à effet de serre sur le scope 3 de 12%. Donc vraiment, c'est économique et écologique. Et puis, les équipements sur lesquels on opère, ça va être tout type d'équipement globalement, sauf ça peut être certains engins roulants qui ne seront pas forcément... oui, voilà, tout ce qui est véhicules légers qui vont pas être financés. Mais après, ça peut être vos bâtiments, vos groupes froids, vos actifs énergétiques de production, vos actifs, donc on parlait des pelles, ça peut être des chariots de manutention, ça peut être voilà, tout ce qui est chauffage, climatisation. Voilà pour... L'éventail ici est intéressant en effet parce que voilà, les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui, on voit un certain nombre d'équipements, d'investissements à l'écran. Mais c'est aussi, je sais qu'il y a des filiales du Crédit Agricole également présentes. Ça peut être des éléments de bureautique, hein, des bureaux, du parc informatique. Exactement. Notamment, des systèmes de gestion aussi. Mais vous le marquez, chauffage, ventilation, climatisation, par exemple, l'intérieur des bâtiments. Tout à fait. Oui. Voilà, le but c'est de vous accompagner sur cette performance, sur un large éventail de solutions et à la fois de co-construire cette démarche d'évaluation du TCO2 et puis de le piloter avec vous dans le temps. Ouais. Merci à tous les deux. Donc on arrive à la phase de questions-réponses. Donc peut-être avant de démarrer, comme je vous le proposais au départ, 2 questions qui vont être proposées aux participants. Donc la première, c'est voilà, de nous exprimer votre niveau de satisfaction par rapport aux interventions, aux éléments qui ont été présentés sur ce sujet des achats responsables, d'une part. Et puis, peut-être une deuxième question pour les entreprises qui sont intéressées, hein, de pouvoir, si elles le souhaitent, solliciter un rendez-vous avec les équipes de R3, voilà, pour pouvoir approfondir ces sujets. Je vais peut-être prendre les premières questions. Donc, Christian, qui nous demande s'il existe une banque de données sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie d'un produit. Un produit recyclé peut s'avérer plus carboné qu'un produit neuf. Donc, est-ce qu'on a des études, des analyses, des banques de données sur ces éléments-là? Oui, alors nous, côté pôle PME, côté carbone, lors des bilans carbone, on essaie d'aller chercher les données les plus fines. On fait face forcément, comme vous, à un manque de disponibilité de données sur certains scopes, certains périmètres, mais il peut s'avérer effectivement qu'on ait un processus de recyclage qui soit plus important qu'un processus d'achat neuf. Sur une ACV, on regarde plusieurs critères, donc on regarde le CO2, mais on regarde aussi l'écotoxicité, la pollution de l'eau, pollution de l'air. Et généralement, c'est pas désavantageux sur tous les critères. Sur le CO2, ça peut être plus important parce que le processus de collecte, de recyclage va nécessiter un petit peu plus de supply chain, mais on va être gagnant parce que moins de ressources critiques, parce que moins d'usage des sols pour, par exemple, si on prend le carton recyclé, c'est un exemple le carton recyclé va émettre plus que le carton neuf.
Pourquoi? C'est parce qu'on va utiliser du gaz dans le carton recyclé pour le refondre, alors que pour le carton neuf, on utilise les déchets du bois qui sont utilisés pour fabriquer le carton. Oui. Mais voilà, on a moins d'impact sur les sols parce qu'on n'a pas besoin de refaire pousser des forêts. Et donc c'est forcément un trade-off, mais on a toujours intérêt à privilégier les filières de recyclage pour limiter les risques sur la ressource. Et pour étayer un peu ce que tu dis, il y a aussi d'autres éléments, il y a aussi des boucles locales. Si on se parle du recyclé, pour avoir pas mal travaillé sur l'acier de haute qualité pour des montres, on va dire, pour des bracelets ou des cadrans, on sait qu'on était à peu près, le recyclé, il y avait 25% en moins de CO2 que la matière, on va dire, vierge. Mais de la même manière, je crois qu'en ce moment, il y a eu l'inauguration d'une très belle d'une entreprise vendéenne que je ne vais pas citer, mais qui développe une fonderie d'aluminium et qui, pareil que ce que je disais tout à l'heure sur les montres, etc., qui était plutôt dans le Jura, donc avec une boucle à moins de 1000 km de refonte, au-delà du CO2, là c'est pareil, ils font la même chose en Vendée et avec des économies assez importantes. Donc c'est à la fois des bases de données et à la fois du ad hoc. Il faut aussi accepter qu'on ne sache pas tout et qu'on creuse un petit peu. Et au-delà de ça, il y a des bases de données, mais le plus important, c'est de reposer sur les indicateurs qui ont été calculés par vos fournisseurs, qui sont toujours les plus précis compte tenu de vos processus. On a deux questions. Le sujet a intéressé le leaseback. La première de Marina qui demande s'il est possible de sortir d'un financement leaseback avant la fin du contrat tel qu'il est prévu. Et si oui, y a-t-il des pénalités applicables? Et quel gain financier pouvez-vous associer à un leaseback finalement? D'une part, et puis la deuxième question, c'est de dire, ou une remarque, de dire que le portage de l'investissement à travers un leaseback, finalement, on déplace un financement qui était porté sur l'entreprise vers une structure que vous avez décrite, de portage des actifs. Finalement, le CO2 n'est que déplacé, nous fait remarquer Christian. L'entreprise peut, en revanche, conserver le bien plus longtemps. Ce que vous exprimiez tout à l'heure à Maury. Oui, alors du coup, la première question, oui, c'est possible de sortir du contrat avant la durée de vie prévue. Ça, toutes les clauses, elles sont définies au moment de l'élaboration du contrat. Ça va dépendre de la durée de vie de vos équipements, ça va dépendre du loyer qui est défini. Et la deuxième partie de la question, c'était... voilà, les pénalités, elles sont définies en fonction de à quel moment on sort, forcément. Mais ce qu'on propose généralement, c'est à partir d'un certain moment, il n'y a pas de pénalité applicable et ça peut être gagnant pour vous. On peut aussi, vis-à-vis de la deuxième question, effectivement, il y a le CO2 qui est déplacé, mais nous, notre but en tant que tiers de confiance, c'est de faire en sorte que ce CO2 il soit réduit au maximum et qu'on pilote votre parc et qu'il soit le CO2 le plus petit possible, tant qu'à faire. Et puis de s'assurer en fin de vie, si jamais on doit venir à sortir du circuit un équipement qui soit bien valorisé et qui ne continue pas forcément d'émettre sur sa durée de vie, parce que la sortir du périmètre de l'entreprise, c'est une chose, mais il faut aussi que au niveau global, ça continue pas d'émettre. En tout cas, la question est intéressante parce que vous l'évoquiez tout à l'heure à Maury, sortir du leaseback, c'était la question. Mais en fait, vous l'avez suggéré vous-même tout à l'heure en disant, en fait, on va rechercher les meilleures innovations justement pour renouveler le matériel. Donc, c'est important que d'avoir cette possibilité de renouveler et d'être au meilleur niveau, au meilleur standard en termes de technologie. En fait, on peut dire qu'on a une sorte de boussole, qui est le TCO2, et un combo avec le financement qui est autour. Mais notre boussole, c'est bien de limiter les impacts environnementaux et financiers. C'est pas de déplacer d'un côté à de l'autre. Enfin, sinon c'est du financement aveugle. Et donc, c'est vraiment pas la logique dans laquelle on est. Il faut faire baisser des deux côtés. Va venir une question liée à l'empreinte carbone.
Christine nous demande: bonjour, pour la diminution de l'empreinte carbone, c'est vrai en méthode française bilan carbone, mais pas en GAG protocole, ouais, où on va compter l'empreinte carbone de l'achat ou la location à 100% l'année de l'achat. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à... Alors oui, effectivement, on va compter l'empreinte carbone à 100% l'année de l'achat, mais le fait d'optimiser notre parc, plutôt que de renouveler notre équipement tous les 10 ans, on va le renouveler tous les 12 ans. Et donc le bilan carbone, il sera réduit parce que au lieu à l'année N+10 de rajouter un équipement, on le rajoutera qu'à l'année N+12. Donc il y a déjà une baisse mécanique. On va revenir certainement, Stéphane, à des sujets que vous avez exposés tout à l'heure, mais quels sont, selon vous, les leviers à actionner pour mettre en place et réussir un plan de transformation en matière d'achat? Le premier point, c'est de savoir où on veut aller et à quoi on sert en tant que département. Alors évidemment, il y a les achats qui est un métier en tant que tel, et sur lesquels il faudrait gagner de la rentabilité et apporter aussi des points au compte d'exploitation, je vais le dire en français. Mais il y a, comment dire, c'est vraiment important de savoir où on va. Je reviens vraiment sur cette vision parce que bien souvent, on s'est rendu compte, nous, qu'il y a beaucoup de feuilles de route, y compris qui intègrent les achats responsables, mais une feuille de route, si on ne sait pas où on va, c'est compliqué d'y arriver. Je vais le résumer un petit peu comme ça. Et que donc, cet élément de vision n'est pas si compliqué à faire que ça. Ça permet de mettre tout le monde à bord et viser une même direction. Et c'est beaucoup plus simple en termes de management, en termes de procédure derrière, d'y arriver comme ça. Et donc, en revanche, c'est vrai que s'il n'y a qu'une vision et qu'il n'y a pas de feuille de route, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, il faut du concret, et il faut bien réduire, et il faut identifier, à la fois d'un point de vue organisationnel et à la fois d'un point de vue humain, les différents leviers. Donc je pense vraiment, c'est cette vision, où est-ce qu'on va, comment on est capable de cette vision de l'articuler dans une feuille de route, et de l'intégrer dans tous les processus des acheteurs. Et peut-être aussi apprendre à réfléchir autrement. Parce que le coût complet, finalement, on en a parlé en l'appelant TCO2, c'est en rajoutant de l'environnement dessus. Mais si on regarde en termes de négociation sur une base de 100, c'est pas sur la négociation qu'on va gagner le plus. Si on reprend le problème un petit peu à l'avance, la négociation, c'est plutôt la fin d'un processus, c'est pas le début d'un processus. Donc c'est peut-être commencer par, est-ce que j'ai besoin d'acheter tout ça? Deuxième point, d'interroger, de questionner le coût complet. Et là, on rejoint vraiment dans notre logique TCO2. Et à la fin, une fois qu'on a tout ça, et là, il y a 60% de gains qui peuvent se passer. On peut aller juste entre 20 et 60%. Ça, c'est vraiment intéressant, cet élément-là. On l'a bien vu dans le bas de la pyramide. Et après, on peut négocier. Donc, c'est à la fois savoir où on va et accepter de repenser 2-3 choses pour gagner, à la fois financièrement parlant et d'un point de vue environnemental. Deux questions peut-être qui seraient liées, et avant de conclure. Comment associer au mieux les fournisseurs dans la mise en œuvre d'une démarche d'achat responsable? Quelle bonne pratique? Et en même temps, une question finalement que vous avez traitée aussi tout à l'heure, en disant que bien souvent les entreprises connaissaient bien 50% des fournisseurs. Mais comment être efficace aussi? La règle des 20-80, souvent, voilà, on a des volumes importants sur un nombre relativement limité de fournisseurs. Donc, quelle serait la bonne façon de faire? Je pense que la question était, la réponse était dans la question. Je pense qu'effectivement, dès qu'on gère des fournisseurs, forcément on fait des typologies. Vous avez des fournisseurs, alors ça peut s'appeler de plein de manières différentes, mais stratégiques, les partenaires, enfin ceux qui viennent nourrir la stratégie de l'entreprise. Je pense qu'il faut effectivement s'attaquer aux 20-80 en premier lieu. On ne peut pas tout faire, on peut pas, c'est trop complexe. Donc il faut s'adresser aux plus gros, aux plus importants des fournisseurs. Et c'est aussi, ça rejoint la première question, comment les impliquer. C'est-à-dire que c'est aussi un petit peu plus simple de le faire avec des fournisseurs avec qui on a l'habitude de traiter. Et je pense que l'ingrédient, ça rejoint un peu l'embarquement. Comment on collabore mieux avec les fournisseurs? Comment on travaille sur des solutions d'éco-conception avec les fournisseurs?
Et en fait, derrière ça se cache autre chose, c'est comment, j'allais dire, se faire préférer de ses fournisseurs et d'avoir les innovations avant les autres. Bref, il y a tout un processus, et je pense que le collaboratif ne marche pas qu'en interne, il marche aussi avec les fournisseurs. On ne peut pas le faire sur tout, mais développer des poches sur lesquelles on peut vraiment innover grâce à une posture beaucoup plus, c'est un peu éculé ce que je veux dire, mais win-win, gagnant-gagnant avec les fournisseurs. Mais on ne peut pas le faire sur le 3e rang, enfin pas tout de suite. On va le faire sur le 1er rang et sur les partenaires stratégiques. Allez, une petite dernière question pour terminer. Comment intégrer le caractère responsable dans les critères d'attribution lors d'un appel d'offres, par exemple? Alors, ça dépend aussi pas mal de la structure de l'entreprise. Il y a les éléments réglementaires, les chartes, les clauses. Au bout d'un moment, un fournisseur le signe. Donc, si vous intégrez cela à l'intérieur, ils ont signé ça. Après, est-ce qu'ils vont le respecter? Il faudra l'évaluer. Après, sur les entreprises qui sont extrêmement autonomes, c'est parfois compliqué. Le BTP, par exemple, est souvent très autonome. Et entre ce que dit le central, finalement, qui n'est que du conseil, et ce qui se passe dans la réalité, il y a des grosses différences. Donc, dans certaines structures, on peut imposer, par exemple dans les appels d'offres, un espace où c'est souvent le CO2 qui va gagner, c'est-à-dire on n'est pas que sur le coût délai qualité, et on va rajouter un 10%. Mais pour ça, il ne faut pas être trop autonome dans sa structure. Mais ça peut fonctionner. Et souvent, oui, on arrive à des éléments qui sont dans les contrats, dans les éléments de contractuels et dans les éléments d'appel d'offres. Et ensuite, repliquer ça dans les business reviews avec les fournisseurs en cours. Pour conclure, voilà, je vais retenir peut-être un des derniers termes, de dire que c'est une démarche gagnant-gagnant finalement entre l'acheteur et le fournisseur. Il me reste à remercier l'ensemble des participants pour avoir été présents à notre thème d'aujourd'hui. Remercier Amaury et Stéphane et vous souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup Pascal. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.